notamment lors du débat à Frontignan, où les points de vue s'exprimaient, se confrontaient, et la question du doute est apparue dans le débat. Et les scientifiques qui étaient présents s'en sont emparés pour dire « mais oui, le doute, on s'appuie dessus, c'est une donnée essentielle pour nous, pour faire avancer nos travaux, ça fait partie de la réalité de notre travail, mais par contre, on va établir après des scénarios, des trajectoires possibles. » Et cette question du doute, ça a été l'objet de notre premier samedi pour demain. Et d'ailleurs, nous, c'est à la sortie aussi de ces réunions de printemps qu'on s'est dit qu'à Frontignan, on souhaitait directement au niveau de la ville poursuivre en fait des échanges sur des sujets plus spécifiques à notre ville, en lien avec ces travaux un peu plus larges. Donc le service éco-citoyenneté, dirigé par Mélanie Durand, nous a fait des propositions au niveau de l'équipe, au niveau du maire et de moi par rapport à ma délégation. On a discuté ensemble avec les collègues élus, on a proposé ces samedis pour demain. Voilà. Un rendez-vous mensuel où, avec le CPE du bassin de Thau et une de ses co-directrices, Pauline Constantin, qui est ici présente, se charge d'organiser ces rendez-vous. Le principe, c'est qu'à chaque rendez-vous, nous ayons des invités. Donc aujourd'hui, Raphaël Sartin, et je vais dire donc bonjour à tous. Je m'aperçois que c'est l'embûche de la difficulté de l'exercice, puisque il y a un public de plus en plus friand d'avoir ce genre d'informations, mais finalement, c'est un sujet complexe, ça, ce genre de prise en main du sujet, pour de garde-up, c'est en 30 heures d'enseignement pour le master, donc évidemment, c'est bien 125 minutes, avec, ça répète de l'exercice compliqué. Je vais essayer de ne pas être trop rapide. Et donc l'idée, c'est que vous donner une série de définitions de ce qu'est le niveau marin, comment fonctionne le littoral sableux, qu'est-ce que c'est l'intégration marine et l'érosion. Vous avez ensuite des outils pour faire une annonce qui sera présentée à AFP, en particulier par l'histoire. On va aussi aborder les conséquences géologiques d'une augmentation du niveau de la mer sur une côte sableuse. Et on s'interrogera de savoir si le niveau marin, finalement, est le seul agent de l'érosion qui est observé. Ça nous amènera à parler du rôle de la disponibilité d'un sédiment et de tous les impacts anthropiques créés par l'homme sur le littoral. Oui, avec. Donc, concernant les variations du niveau de la mer, c'est quelque chose qui est bien connu. On a une courbe qui oscille là entre des périodes interglaciaires chaudes dans lesquelles on est, des périodes plus froides où le niveau de la mer est plus bas. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, lors de la dernière phase glaciaire interglaciaire, on est passé d'un niveau plus bas à 120 mètres jusqu'à atteindre le niveau quasi actuel depuis environ 6000 ans. Ça fait 6000 ans qu'on peut considérer que le niveau de la mer est globalement stable en moyenne. Et c'est le cadre dans lequel ce sont les missiles que les côtes sableuses peuvent observer aujourd'hui. Si on cherche à prolonger cette courbe ici, à partir du zéro, là, c'est ce qu'ont fait le panel des scientifiques du GIEC. Et en fait, si on part à partir de 1960, début de l'ère industrielle, ce dont on s'aperçoit et qu'on a réellement mesuré, c'est une augmentation de ce niveau de la mer, pour l'instant d'une vingtaine de centimètres, donc avéré, mesuré. Et le problème, c'est que nos gaz à effet de serre, ils agissent avec un effet retard par l'atmosphère et ensuite sur l'hydrosphère. Et la courbe d'augmentation de ce niveau marin est exponentielle, c'est-à-dire qu'elle va aller en s'accélérant. Il y a des scénarios plutôt optimistes, ça va savoir si on se met d'accord sur les émissions au niveau mondial, d'autres plus pessimistes. Et donc on obtient deux courbes ici qui se séparent là. Donc il est admis que si on se met tous d'accord au niveau mondial, on va augmenter le niveau de la mer encore d'une quarantaine de centimètres. Et si on a plus de difficultés à se mettre d'accord, on atteindra autour d'un mètre d'élévation des niveaux de la mer à l'échéance de 2100. Sachant que cette courbe, elle a un piège, c'est que ça va pas s'arrêter en 2100, ça continue après. Donc c'était un bon nombre de grandeur quand on a commencé à faire ça des siècles. Et maintenant, ça va commencer à devenir qu'avec les vapeurs, c'est un peu plus grand.
Donc, une des questions qu'on va se poser, c'est est-ce que ces 20 cm d'augmentation du niveau de la mer sont à cause de la totalité de la manière aussi qu'on observe aujourd'hui? La réponse, vous l'avez de suite, est non. Alors, donc, on peut se poser la question de ce qui se passe en Méditerranée. Est-ce que c'est différent de ce qui se passe au niveau de l'océan mondial? Donc, je vais faire rapide. Il y a toute une série d'experts au niveau régional qui ont réfléchi là-dessus et qui ont produit un rapport, en particulier dans le RECO. Et finalement, on suit la dynamique de l'océan global. Donc, on va se retrouver dans le même ordre de secondaire. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser ces propres augmentations de niveau marin mondial que j'ai présenté tout à l'heure pour la région occitane. Donc voilà, ça c'était pour l'histoire du niveau de la mer. Et maintenant, la question, c'est que ce niveau, il agit sur des côtes sableuses qui sont constituées des cannes sables. Donc ces cannes sables, c'est un cortège minéralogique qui va venir depuis les reliefs dans le bassin versant, le long des fleuves, arrive au niveau des embouchures, être repris par là où les courants qui sont induits et se déplacer parallèlement au trait de côte pour venir initier les lisos sableux qu'on observe aux Sablous. Et en particulier celui de Frontignan. Donc ces courants de dérive littorale, c'est des moyennes sur une année. Donc c'est pas un courant qu'on va dériver comme ça de manière à l'instant d'année. Mais la dérive sédimentaire qui est induite, voilà le schéma simplifié qu'on peut en donner. Donc ici on a le golfe du Lion, on a les Frontignan ici. En fait, on a deux dérives convergentes qui vont accumuler du sédiment dans la partie centrale au niveau du Narbonnais ici, et qui sont alimentées par les petits fleuves de côtier de Roussillon ou par les fleuves Héroltais ou le Rhône, qui est le plus grand pourvoyeur en sédiment, qui a été en tout cas jusqu'à une période récente. Donc, en particulier, vous voyez qu'à Frontignan, on a une divergence de ces dérives aussi, avec une petite contre-dérive dans le golfe d'Aigues-Mortes, et qu'on a une zone plutôt de départ de sédiments au niveau du bâti rocheux de Frontignan, ce qui met pas ce littoral en position dans excellent très confortable dans le cadre des changements à venir. Donc, de ces dérives sédimentaires, on peut déduire, on a mesuré les stocks sableux qui sont présents sur l'avant-côte. L'avant-côte, c'est la partie sous-marine qui est devant la plage. Comme vous le voyez, quand on est dans les bleus, c'est qu'on a quelque chose qui est assez bien fourni en sédiments. Donc ici, à la partie centrale pour Roussillon, sur le delta du Rhône ici. Dans les jaunes verts, on est bien alimenté, on a des épaisseurs assez importantes de sédiments. Dans la partie centrale, ici, du golfe du Lion, la carte est retournée, donc c'est le Narbonnais qui reçoit le sable des deux côtés, dans les littorales. Et puis, on a des secteurs qui sont carrément en rouge, comme le secteur ici vers Angeles ou la partie nord du littoral Héroltais. Vous avez tout ça. Donc ça, on sait l'expliquer par un certain nombre de facteurs. On verra qu'ils ne sont pas uniquement liés à l'augmentation du niveau d'air. Par exemple, pour tout le secteur nord de l'Hérault ici, le delta du Rhône se jetait beaucoup plus à l'ouest à un moment et a alimenté au cours des premiers millénaires, lorsque le niveau de la mer s'est stabilisé, ce secteur, et le Rhône a migré aussi plus à l'est et amène moins de sédiments. Et en plus aujourd'hui, on a les saletés du port de Pont-Camargue qui ouvrent quasiment tout transfert de sable depuis le Rhône vers l'ouest carotaise. Donc ça va venir aussi à parler de la formation des lagunes. Donc là, on a un paysage que vous connaissez bien. Donc ça, c'est le lido de la Garonne ici. Donc ça se passe toujours de la même manière. Faut imaginer que ces lagunes avant étaient d'anciennes baies marines. On a des grandes flèches sableuses qui sont des cordons sableux qui vont être créés par la dérive littorale et qui vont avoir tendance à non pas suivre le fond de baie, mais à venir attacher les deux points d'entrée de chaque baie et à venir fermer ces démarques.
Donc là, le schéma c'est un schéma conceptuel, il est pas valable dans son orientation pour cette côte, puisque le sédiment est venu du Rhône et plutôt dans l'autre sens, et le phénomène de fermeture est exactement le même. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que l'érosion dans ce cadre-là? Donc l'érosion, c'est sensu stricto la perte de volume en sable d'une plage avec sa composante émergée et sa composante sous-marine. Parce que une plage, en fait, elle va avoir un gros disperseur sableux sous l'eau et la partie plage émergée va être un peu le sommet de l'iceberg et de ce qui est ici. Donc normalement, quand une côte est bien pourvue en sédiments, comme par exemple dans le Roussillon, on observe des sables jusqu'à une trentaine de mètres de profondeur et ensuite on passe sur des sédiments qui sont des archives. Donc si on veut savoir si une plage est en érosion ou en engraissement, on prend un morceau de boîte, comme celui-là par exemple, une espèce de boîte, et on considère ce qui rentre, ce qui sort. S'il y en a autant qui rentre, il y en a qui sortent, c'est un équilibre. Et s'il y en a plus qui partent que ce qui arrive, on a un déséquilibre, un déficit, et on bascule en érosion. Normalement, dans ce cadre-là, quand on bascule dans un phénomène érosif, on a le trait de côte, ici, qui a la limite entre la partie émergée et la partie émergée, qui se met à reculer vers l'intérieur des terres. Et c'est un indicateur qui est souvent utilisé par les gestionnaires pour visualiser cette érosion. C'est très pratique parce que c'est un outil qui est assez visuel, mais il faut se méfier de ce genre d'outil aussi, parce que il a un intérêt quand il est croisé à d'autres expertises, comme les calculs de volume dont je viens de parler. Mais nous, on a calculé qu'en Occitanie, ce recul du trait de côte lié à la perte de volume, il était valable que dans 1% des cas. Vous pouvez avoir des cas où vous avez de l'érosion, perte de volume sableux, pas de volume du trait de côte, donc c'est quand même beaucoup plus complexe que simplement regarder un trait en norme et le projeter. La deuxième question qu'il faut se poser, le deuxième aléa, c'est la submersion marine. Donc la submersion marine, c'est l'inondation par de l'eau de terre qui sont normalement à sec. Donc là, vous avez une image de l'urbanisation du Racou à Argelès. Donc la mer va pénétrer dans les terres, soit en rompant le cordon dunaire et en épandant du sable dans les lacunes, ici comme vous le voyez, dans des grands lobes sableux. Ou alors en entrant carrément dans les zones urbaines quand elles ont été implantées finalement trop près du cette côte. Ces lobes sableux qu'on appelle les cônes de débordement en tempête ou des washovers en anglais, ça va être le marqueur du recul de la littorale sur la lagune qui est derrière. Donc cette submersion marine, on peut se poser la question de comment quels sont les facteurs qui la contrôlent. Donc c'est assez simple, vous avez un littoral ici en situation de beau temps, et vous avez deux facteurs qui vont influencer la submersion. La topographie des sites, est-ce qu'il y a une dune ou pas une dune qui va empêcher la submersion des terrains derrière ou pas. Et ensuite, ce sont des facteurs météorologiques. Donc, quand vous avez une tempête, vous avez une dépression, vous avez des basses pressions, le niveau de la mer va augmenter. Le vent va souffler vers la côte, va faire aussi augmenter le niveau. Et vous avez aussi les vagues qui sont un phénomène dynamique, qui créent des signes d'élévation du plan d'eau et qui vont faire augmenter le niveau de la mer, quelquefois à partir des submersions dans les zones de mer. Ouais, les zones de gros. Donc, est-ce que ce phénomène est récent? On peut répondre à la question en regardant des photos aériennes. Donc là, vous avez une photo du littoral de Palavas, donc prise en 1946, avant l'urbanisation. Et vous voyez qu'on retrouve tous ces cônes de débordement de tempête en arrière, qui étaient déjà l'indication que ce littoral est en train de reculer sur la lagune qui est derrière. Le problème dans l'intervalle,
c'est que, malgré ça, quand on est venu construire sur ce Waffler, et en fait, vous le verrez si vous regardez des images, des photos de Frontignan, on est dans le même schéma. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est de gérer un problème qui est déjà, je dirais, client avec les paramètres actuels de forçage, et que ces paramètres de forçage, ils vont aller en empirant dans le cadre du changement climatique. Donc, on en met déjà on le voit, après chaque grande tempête, on a des phases de submersion des zones urbaines, des érosions assez importantes des plages. Donc, pour l'instant, ça reste gérable, ça reste une tempête décédable, c'est et tout ça va là, s'accélérant, et donc on peut se poser la question, en termes de géologie, cet objet qui est le littoral, c'est comme une espèce de boîte, là, comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'il est censé réagir à une augmentation des polaires. Donc, là encore, évidemment, en science, il n'y a pas avec le seul vérité. Donc, il y a plusieurs modèles qui ont été réalisés. Donc, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on va parler d'un modèle qui est le modèle du rollover, qui est celui qui va nous observer, qui finalement dit que lorsqu'un littoral est soumis à une augmentation du niveau de la mer, il va se mettre à augmenter d'altitude et reculer vers l'intérieur des terres. Et ça peut éventuellement se faire par une constante. La qualité du sable est conservée dans ce mouvement. Donc c'est ce qui est représenté sur ce schéma. Et en fait, c'est ce que vous observez quand vous voyez ces côtes de débordement de tempête dans les lagunes, on est de nouveau sur le lieu de Agloine ici. Donc quand vous observez ces côtes de débordement de tempête, en fait, c'est ce processus de production de sable depuis la plage vers la lagune. Et si vous multipliez ça à chaque point, au final, il y a votre littoral qui va se faire si votre niveau de la mer augmente, c'est tout le voile sablé qui va augmenter à l'altitude. Donc, si ce sable n'est pas rempli par les mouvements de dérive littorale, ce qui a volume constant, il va conserver votre blague tout comme vous. Le problème, c'est que nous, on a construit un peu partout, dans ces secteurs. Et on a créé des points durs en haute place avec des zones urbaines, avec des fronts de mer, pour protéger les jardins ou les maisons. Et que ce recul du cordon sablé sur les terrains de Sontaya, il y a pas mal de secteurs qui peuvent se faire. Donc, est-ce que quand les vagues tapent sur un enrochement réflectif, elle repart dans l'autre sens, l'énergie repart dans l'autre sens, elle reporte le sable en mer, qui est pris par les courants et qui en excède. Donc, on va assister à, là, pour le coup, une vraie érosion, de la plage devant les zones nouvelles. Donc, vous avez dit la question de départ à laquelle on avait cherché de répondre, c'est est-ce que l'augmentation du niveau de la mer est la mesure aujourd'hui de 20 cm est la seule cause des phénomènes observés depuis la dernière décennie? Et je vous disais, la réponse est non. L'effet vraiment de cette augmentation du niveau, il va se faire dans les décennies qui arrivent, là. Il va aller s'accélérant. Et au final, quand on cherche à trouver les causes de l'érosion côtière, ici en frontale sur la France métropolitaine, en fait, elles sont nombreuses. Ça, si je vous ai détaillé tout ça. Il y a des causes naturelles. Le fait que les fleuves vont amener énormément de sédiments dans les premiers millénaires, le niveau marin stabilise à 6000 ans, on sort d'une période glaciaire, et qu'on a érodé les reliefs, on va amener les développements de sédiments. Et puis que ces sources en sédiments vont s'arriver au fur et à mesure, ne serait-ce que par la végétalisation des basses versantes. Et puis, et elles sont les plus nombreuses, il y a des causes anthropiques. Donc, il y a la construction des barrages, qui vont à la fois bloquer les sédiments, mais aussi réguler les débits. Et vous savez que c'est dans des feux éclairs ici en Méditerranée que le sédiment savait transporter. Donc là, il n'y a plus assez de vitesse de vent pour se passer. Il y a eu des prélèvements de granulats dans les cours d'eau pour le VTT, des fois directement sur la cour claire. Il y a des constructions portuaires qui sont venues fortement perturber ces dérives littorales par la Gulf Coast dont on a parlé, en bloquant un sédiment d'un côté et en créant une érosion de l'autre.
Et puis, il y a le fait qu'on a construit tout simplement trop frais dans certains secteurs, lui aller le plus loin possible, à la dans nos constructions, et comme les événements, les aléas se produisent peu régulièrement, on n'a pas été alerté en continu de ce problème-là. Et on a aussi cru longtemps qu'avec des problèmes d'ingénierie, on allait s'en sortir. Donc tout ça, c'est bien accumulé à cette augmentation du nombre de règles. Et aujourd'hui, c'est le point principal de l'érosion. Et l'idée de l'innovation anthropique, c'est pour un milieu. Donc, si on cherche à faire un bilan de ce qui s'est passé, donc on a pu faire à partir de cartes anciennes les fonds en 1895 jusqu'en 1984, évaluer les gains et les pertes dans la partie sous-marine. Donc, c'est assez disparate si on voit que sur l'ensemble du littoral d'Occitanie, on a un équilibre relatif dans cette période naturelle, parce qu'on n'a pas commencé, on a tout juste commencé la forte urbanisation du littoral. Mais on voit qu'on a des gains dans l'ordre de Pyrénées orientale et déjà des pertes dans la partie héros. Et si on regarde la partie 84-2009, qui est là inclut très fort complètement la mission Racine et l'urbanisation sur le littoral, et on s'aperçoit que la totalité des avant-côtes du littoral ont basculé dans un phénomène d'érosion. On a perdu en gros une centaine de millions de mètres cubes de sable, dont on s'est expliqué 50% des pertes. Par exemple, 2 millions de mètres cubes de sable dans la gueule de Warrington et de large, 2 millions de mètres cubes extraits dans le fleuve de la tête pour le BTP, etc. Donc on arrive à... Et puis le reste, on va le mesurer. Ça se répartit au large, mais comme c'est la partie la plus fine du sédiment, on est hors technique, hors institut de la mesure pour vraiment identifier ça de manière précise. En tout cas, c'est pas à terme. Donc, pour vous montrer un autre exemple de ces perturbations anthropiques, ça c'est un diagramme sur la vitesse des débits de la tête jusqu'au barrage de Vincent, de la construction en 78. Et puis, vous voyez les débits qui sont, les vitesses de débit qui sont ensuite avérées suite à la construction. Et vous voyez, on contrôle les débits. En fait, j'allais limiter lors des phases de construction. Leur capacité d'amener du sédiment vers le littoral. Et un autre exemple, je vous parlais des constructions portuaires. Donc là, c'est le port de Port-la-Nouvelle, une installation ancienne, puisqu'il vient d'être acquis. Donc là, on voit très bien que dans le sens de la dérive littorale, qui est dans ce secteur-là du sud vers le nord, on va accumuler des sédiments dans la partie sud pour le glacier, de quoi est en position plus avancée. Et on va créer un retrait, un recul, une érosion dans la partie atlantique, au nord. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait connu. Le problème, c'est que les ports, en particulier des ports touristiques, vont être partout sur les communes littorales et quasiment dans ce de la région Occitanie. Et donc voilà ce que ça donne si on regarde une image oblique. Donc là, vous avez les secteurs de Saint-Cyprien, ici les secteurs de Canet, ici les secteurs de Sainte-Marie. Et donc, ce qu'on observe, c'est une espèce de construction échelonnée, où on va avoir des zones de départ. Donc ici, vous avez les jetés du gros de Canet, le port de Canet. On a une zone de départ ici de sédiment qui va s'accumuler contre le port de Canet, qui fait une érosion derrière, qui va accumuler du sédiment contre le port de Sainte-Marie, qui fait une érosion derrière, qui va s'accumuler contre le sédiment du Mont. Et on va créer une espèce de saucissonnage très fort avec une réorientation des très forte qui va se produire de partout, uniquement liée à notre implantation dans l'intervention agriculture. Donc là, sur un secteur de Canet où l'urbanisation a été faite au sud du port de Canet, on est dans une zone d'accumulation, et puis il n'y a pas de problème. Par contre, Sainte-Marie, il est au sud, on est au nord du fort de Sainte-Marie. Et dans cette zone urbaine est dans la zone d'érosion, et les sédimentaires sont retrouvés liés avec des problématiques de recul de cette côte qui sont supérieures à 1 mètre par an en moyenne. Idem pour le front de mer de Saint-Cyprien ici.
Alors vous allez me dire, bon, ben, ça c'est bien joli, on s'est baladé un peu partout dans le golfe du Lion, et qu'en est-il pour Rasnian? Donc moi je peux vous éclairer sur deux choses. Vous l'avez vu, ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter un éclairage sur la vision géologique, c'est-à-dire l'évolution de ce qui s'est passé pour un littoral depuis plusieurs millénaires. Ensuite, on pourra s'interroger sur ce qui s'est passé sur des échelles plus courtes, qui m'a plus considéré les Perry, mais je pense qu'il est important d'avoir toujours cet éclairage général géologique sur les objets qu'on étudie, donc il y a l'étude de l'évolution. Donc ça, c'est une image très parlante d'un lever réalisé qui donc je vous passe les détails techniques, mais c'est un laser qui va permettre d'obtenir une topographie de la plage et une bathymétrie de la partie sous-marine dans le même support. Donc là, vous avez le port de Frontignan. Ici, vous avez le grand plateau sableux, le grand plateau rocheux des Arestiers. Là, vous voyez toute la batterie d'épis de Frontignan, la zone des Arestiers ici. Et ce que vous voyez en rouge, c'est la partie hors de l'eau, c'est la plage. En gris, c'est la zone urbaine. Et ce que vous voyez en jaune, c'est le sable dans les petits fonds. Et cette teinte va passer de plus en plus dans le bleu. Et quand on atteint cette limite ici, on passe en transition entre nos sables et le contact avec le plateau rocheux des Arestiers qui est devant. Donc ce contact-là, vous voyez, il passe juste devant au droit des jetées du port. Ça vous montre que le cordon sableux, finalement, des Arestiers, il est finalement très peu fourni. Il s'arrête en gros à 400 mètres au large et avec une bathymétrie autour de moins 4 mètres de profondeur. Pour vous donner un nombre de grandeur, la largeur de l'érosion, la largeur de la zone urbaine ici pour la projeter en mer, vous avez à peu près l'équivalent, quoi. Donc, voilà l'objet qu'on est en train d'étudier. Et c'est tout à fait atypique, puisque normalement, on le voit déjà dans le secteur de Maguelone, le sable d'attaque sur les joueurs, du week-end dans le Roussillon, quand vous regardez ce genre d'image, le sable continue jusqu'à une trentaine de mètres de profondeur et passe sur tel argile. Là, on atteint directement un plateau rocheux qui va finalement supporter tout le cordon sableux du continent. En fait, c'est par ce platier qu'on a cette position bombée là du littoral, qui est soutenu par ce platier rocheux, alors qu'il va reculer de manière plus rapide encore sur les côtés au niveau de Maguelone. Ça, on y viendra bien juste après. Donc la première information, c'est que cet objet sableux, il est déjà très fragile à la base, et qu'à Frontignan, il est particulièrement mince. Et puis la deuxième information que je voulais vous transmettre, c'est quand je reviens sur cette image du dos de Maguelone ici. Donc on a réalisé des groupes et des sondages dans tout ce secteur des Golden Morph. Donc là, vous avez la représentation en groupe de ce qu'on observe. Ça, c'est le goulet sableux sous-marin qui est devant Maguelone. On voit qu'il s'arrête quelque part en mer. Et en fait, dessous, sous le littoral de Maguelone, ici, et c'est aussi vrai au niveau de Frontignan, vous avez des dépôts qui sont montés en mer, qui sont en fait des dépôts de paléolagune, qui s'étendaient beaucoup plus loin en mer à l'origine. Donc en fait, si on cherche à redonner le schéma de construction, vous pouvez imaginer que sur les affairements rocheux qu'on voit ici, on avait un paléocordon sableux qui était accroché et qui isolait ici une lagune derrière. Donc ça veut dire que le trait de côte était quelque part par là, il y a quelques millénaires, et que depuis, il est en train de reculer de plus en plus à l'intérieur des terres. Donc en fait, ouais. Dans une animation qu'on pourrait faire géologique, ça veut dire qu'on a implanté les secteurs urbains dans quelque chose qui est en train de reculer vers l'intérieur des terres dans un schéma géologique établi depuis plusieurs millénaires. Ensuite, ce qu'il faut regarder, évidemment, c'est les vitesses de recul. Les vitesses de recul de ce phénomène géologique, finalement, la tendance existe, mais elles sont 10 fois inférieures en termes de taux de recul
de ce qui est observé aujourd'hui au niveau des stocks des continents. Donc ça veut dire que les importations urbaines qu'on a faites, l'augmentation du niveau de la mer, le fait qu'on n'ait plus pour en sable depuis le Rhône, tout ça, a augmenté d'un facteur 10 le schéma géologique, mais ça va dans le même sens. On a déjà dans le scénario de recul, et on a accéléré ce height. Donc, quelles sont les perspectives pour le chemin? Donc, le niveau de la mer va continuer à monter et à accélérer, à accélérer. On va avoir une augmentation de la carence en sédiments. Le climat de déplacement des temps de l'octave et il a allé. Bon, on a l'histoire. On a une pression nouvelle sur les droits qui doivent n'avoir pas été nouvelles en particulier. Donc ça, en termes de géologie, sérieusement, avec la rétrogradation, que ce qui est plus dans l'histoire, et normalement, ça a des ruptures dans les cordons, une reorganisation des lagures, c'est-à-dire une droite, ça serait à rétrograder pour une heure, comme les cartes relatives. On a, on dit, on va dire administrative. Bon, ben, d'accord, on va laisser les ressources pour les règles, ouais, mais on va l'empêcher à ce qu'il y a autre. On peut avoir un acteur à ce que, et ça, on a fait je sais pas. La question, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Bon, c'est les genres de cartes, non? Voilà. Là, vous imaginez, voilà, cette chose, après 2 années, peut-être fois 40. Et même, voilà, c'est des efforts, c'est des gens qui ont été créés pour lutter au. Donc, les gens, il y a la rétrogradation de cette boîte à pompiers. Et peut-être continuer d'en aller dans le fond. Donc, il a fallu penser de l'enfant sur le côté pour protéger par terre. Évidemment, on va dire que de l'eau la terre et que on va avoir une attaque par les côtés de la situation avec la penaille des forts de ce côté avec des littératures plus de l'ordre de plus d'un mètre de plupart. Donc ça, ce schéma, on va leur dire en tête pour faire le combinaison, mais pas de la manière là, c'est c'est pas mouillé comme nouvelle, ça va vraiment être avancé en mer, dans le cadre, par donc, les solutions, mais je pense que les partenaires inquiétables, on a bien dedans, mais les schémas de développement sont complètement augmentés. Il va falloir apporter des données aux adaptations pour voir. Gérer des apports modernes, ou mieux, pour les temps de l'organisme naturel, d'abord améliorer la donnée. Quand on parle de l'adaptation, de schémas à développer, on peut illustrer le cas d'espoir de la Russie au niveau élémentaire, qui est attaqué régulièrement par la terre, et ça fait des questions, de stocker assez rapidement. C'est moins cher de remuer la Russie pour être exposé au risque, recréer le gaz naturel devant, plutôt que de lutter contre là, en plus, il n'y a pas que là, c'est de la relocalisation pétrolière, qui vont changement, ça, c'est assez plus, que sur les on a, il y a la route, il y a le panel, il y a soit, on transpire monter. Alors là, le schéma, il est assez simple. On est sur un opérateur, l'État, qui essaie de se couper les fonciers, donc, on peut arriver à complètement en place. Non, sur un territoire, mais les frontières de l'unité d'État, tout compliqué. Autant pour la part, on peut, il a une pratique, carrément, les autres.
Donc, en conclusion, l'évolution pour le secteur minier est très défavorable. Notre loi est une logicielle. La tendance à la réprogramation avancée de ces notables, au niveau de l'autonomie, c'est assez bien compris. Mais là, on est très affecté par un accord. Et ça doit être cependant, on peut normaliser que les enjeux, vont pouvoir être maintenus de manière croissante en même temps, dans les secteurs. Donc, moi, ma partie, elle est sur les critères fixes, l'obtention des phases de terme mais il y a des questions beaucoup plus, il y a des questions que assez interactives à réaliser. Il y aura peut-être pas. Et, finalement, que va être la capacité et la vitesse de la façon de la propriété face à ce phénomène d'activité maintenant. De faire ce qu'on va se faire. Voilà. Comment elles sont deux pour le paquet des deux, avec quel support administratif, quelle forme d'IA, quelle façon pour ça les gens, pour les tours de faire, pour organiser les gens, que ce soit un texte pour et le pour finalement, ça va faire un peu plus de dire, c'est avant pour voir ce problème-là, il y a tout d'autres problèmes sociétales, vraiment, ce problème technique. La tour rapportante, vous pouvez, à l'occasion de regarder en disant à en place, et si c'est des documents que vous ne connaissez pas, ça me permet aussi d'avoir un autre regard sur les territoires sur lesquels on est. Donc ça, c'est une photo aérienne de continentale de cette année avec tous les années. Et quelques mois plus tard, oui, pardon. Alors là, on est en 19février, quelques mois plus tard, on est donc là, on est au mois d'août, et on voit que la plage, on fait les images, et là, quand même beaucoup évolué. Donc ça, ça rejoint un petit peu ce que disait Raphaël, on est sur des vidéos sableux, et les littoraux sableux, comme ça répond très vite, et très rapidement et beaucoup aux phénomènes qu'on vient voir. Donc si on a du vent, si on a de la rue, des vagues, des littorales, notre littoral va avoir une morphologie qui va un petit peu évoluer. Donc on a cette évolution en février et le mois d'août. Pourtant, si aujourd'hui on va sur la plage, à Continental, il y a de très grandes chances qu'on revienne à un profil comme ce que je veux dire en fait, c'est que sur les littoraux sableux, comme ça, on a une forte saisonnalité. On a des tendances, on a des évolutions quotidiennes, avec la rue, les vagues, etc. Et par saison, on va avoir une évolution. Avec plutôt en été, voilà, du beau temps, une mer calme, et donc peu d'impact sur la plage, plutôt des apports en tout cas. Et à l'hiver, au contraire, on a des pluies, des orages, des tempêtes qui vont venir impacter, on va avoir des forces importantes sur la plage, on vient un peu reculer. Et ensuite, avec les vertus, ça va revenir. Mais tout ça, ces évolutions saisonnières, elles s'inscrivent dans des évolutions sur le temps plus long. Et là, en tant qu'être humain, il faut un petit peu qu'on s'arrache à notre condition et qu'on aille voir un petit peu ce qui se passait avant nous. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant et de regarder cette image. Donc là, on est en 1920, toujours à Continent. Et on voit que notre littoral, il a pas mal évolué. En fait, il ressemble pas vraiment à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il y a des aménagements, il y a des maisons, il y a des champs, il y a des eaux. Par contre, quand on enlève tout ça, toute cette artificialisation, tous ces aménagements qu'on connaît aujourd'hui, on retrouve un petit peu les formes dont on parlait Raphaël tout à l'heure, à savoir les familles du débordement à l'intérieur. Alors, ils sont recouverts de végétation, donc ce sont assez anciens,
et là, la façon avec le temps et le niveau ouvert. Par contre, on voit aussi, c'est une passe entre la mer et le temps, un mot. Alors, ce mot, il a été aménagé aujourd'hui, il est structuré un peu, le temps. Mais on voit un peu, voilà, la configuration qu'on avait avant. Et ça, on est seulement en 1900. Et comme on se projette encore plus en arrière, son voyage du Moyen-Âge, on arrive à d'autres documents. Alors là, on est sur un portiment de navigation qui date de 1375, on le cite à peu près ici. Tous ces documents, je vous montre, ils sont à la thématique de la librement, donc si vous souhaitez les voir, on pourra discuter sur les informations pour les acheter. Donc là, je vais retourner. Donc, le nord est par ici. Donc la ville du nord aussi. Le nord est par ici, la mer. Et on est sur le golfe du Guinée. Le document est là, j'ai vraiment. Donc là, on a le Rhône ici. Le golfe du Guinée ici, la Camargue ici. Et là, on se retrouve, donc, face à notre golfe des Morts, je suis plus là. Avec quelques toponymes, on a le Nord ici. Montpellier, toujours en rouge, Lac et Maguelone, qui ont trouvé. Donc on a, en fait, entre le Rhône et Maguelone, une grande mer intérieure avec notre île de Maguelone. Si on continue un petit peu, donc là, peut-être quelques années plus tard, on retrouve un petit peu la même disposition. Avec là, le point, notre île de Maguelone, le Rhône, une mer intérieure connectée à l'arrière, et ce qui ressemble voilà, à la Camargue, donc en jaune, le Massal, les autres. C'est toujours une autre carte qui représente un petit peu la même chose, mais là par contre, vous avez peut-être remarqué qu'il y a certains noms sur les cartes d'avance qui sont rouges, et d'autres qui sont noirs. En fait, sur les portions de navigation, comme ça, les noms en rouge, enfin, c'est utilisé donc par les navigateurs, pour regarder un petit peu les profils de la table, quels endroits ils peuvent aussi fabriquer. Et les toponymes en rouge, comme ça, c'est souvent des abris notables et des ports assez importants des fois. Donc là, on a Maguelone, avec un secteur complètement ouvert en face, et qui est signalé comme un point de charge important que est possible d'accéder en bas. Avec, qui semble être arrivé pour accéder au haut. Donc là, évidemment, on ne va pas faire des projections du spectacle avec des documentations. Par contre, dans l'idée, on peut imaginer donc, un secteur stade 2 ouvert, sur lequel les patients peuvent accéder à la cathédrale de Maguelone. Et ensuite, une grande mer intérieure, là, les gens qu'on connaît aujourd'hui connectés, donc jusqu'à l'étendard, voire même jusqu'au Rhône, c'est très agréable. Si on se rapproche un petit peu, donc là, on est en séquence 13, on est sur une carte qui est déjà un peu plus précise, à l'échelle du trafic. On commence à avoir plein de toponymes qui apparaissent, notamment Continent, avec là aussi, donc, Anne est là, tête ici, on a un golfe avec Nord ici, elle Nord est là, et ici le Tachakara. Donc là aussi, ce qu'on voit, c'est que notre rivage est transporté régulièrement par des passes entre les étangs et la mer. On a notre cathédrale de Maguelone accessible en bateau aussi. Et un petit peu aussi, forcément, les fonds dans la caisse, à ce moment-là, c'est qu'on n'a aucun village en fait, qui se situe sur l'îlot. En fait, l'îlot, il est caractérisé, on ne voit pas, mais peut accéder à la carte, on peut vraiment se mettre dessus. Ici, c'est caractérisé comme des zones fort basses, donc en fait, et forcément, tout le village se situe, voilà, sur les temps de l'eau, à l'Afrique. On laisse à la musique, continent, Montpellier, côté sur la face continentale des îles. Si on continue à avancer, toujours, donc là on se rapproche de 1487, on commence donc toujours un système, Anne, du temps de cause, et on commence à avoir une représentation fidèle à ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Et là encore, tous nos éléments, derrière un niveau, connectés. Alors là, on a quand même un indice,
Et là, le canal pour l'instant commence à se construire. Peut-être que certains ils ont peut-être plus de mal à naviguer. Il leur faut un aménagement particulier ce canal. Il n'empêche qu'il est là aussi connecté entre 7 et le continent, qui est le secteur des eaux blanches, là, il est complètement en eau et il permet une connexion toutes les espaces linéaires. Et sur la folie d'eau, ce soit ici, donc on est au reservoir ici, ou à sec, on a des eaux déversées, des rivières, et des premières constructions, donc c'est des tuyaux, des redoutes, qui existent encore aujourd'hui, on peut les retrouver, on a le grand frère, on a un peu partout en fait de l'idée, construit dans ces eaux-là. Et ça, c'est un autre document plus récent, de l'archive départementale des Géo. Et ce document, il retrace l'ensemble des groupes qui se passent entre la mer et l'éléphant qu'il y a eu sur le vidéo de Madeleine. Sur le vidéo entre le Gros Jouvois et le Donc, on est ici, sur la grande note, ici, c'est l'étang de l'Or, avec le Péron ici, Beaumio ici, la cathédrale de Maguelone, les ASP, Mirval, continuant, Balary et Arsène. Donc, ce qu'on voit, c'est que notre niveau, donc c'est un cordon là continu, on est sur la même unité géographique, cordon et continu, mais qui est constaté par une nouvelle gros. Ça commence avec le gros ludique, au niveau des ASP, on continue avec l'ASP. Un gros vieux, avant la cathédrale de Maguelone, le gros de Maguelone, ici, en face de la cathédrale, un gros du fond du Lège, donc on est en face de l'embouchure du Lège, au niveau de Paladas. Un gros de Palestin, puisque aussi c'est la commune de Paladas. Un gros de Posthière, un gros de Carnon, donc c'est la commune de gros de Coquillous et gros de Martin. Donc en fait là, cette carte, elle commence à nous en fait aider là aussi, plus concrètement, d'un niveau assez instable, avec des gros espaces temporaires, des espaces, comme je disais rappelé tout à l'heure, il est classé dans les contextes. Et donc quelque chose d'assez continu, assez stable, avec des gros qui s'ouvrent, se pointent, se réouvrent un peu plus loin, se retournent, et finalement quelque chose de très émouvant, comme on dit, très évolutif. Alors, ces cartes, c'est pas mal, par contre, on peut travailler aussi sur le document plus récent, et ça, je vous propose une évolution sur le niveau de Maguelone. Donc là, je vais expliquer de commenter un petit peu ça. Entre 1960 et aujourd'hui. On va voir, à l'époque, un niveau continu, une bonne couverture végétale en arrière, plus trace des codes de débordements, qui sont recouverts par la végétation. Et puis en 1982, nous avons en fait des ouvertures assez importantes. Et ensuite, il y a une troisième phase, depuis 82, avec des zones de débordement assez réguliers qui s'ouvrent sur les vidéos. Et ça, forcément, c'est un signe d'instabilité assez important. On a quelque chose de, voilà, résultat, avant 82, un gros déséquilibre. Et là, le vidéo, qui s'ouvre au fil des tempêtes, sur des petits orages, des petits zones de débordement, qui traduisent évidemment la réalité. Le sable à long feu est produit dans la lagune, par les tempêtes, et ça, au fur et à mesure des tempêtes, ça se traduit par un volume qui peut être important en mondial. Alors, on est sur 250 mètres, si on compare une humidité à 1940 et 2021, on est sur à peu près quand même une centaine de mètres. Voilà, dans le sol des années 48, entre 60 et aujourd'hui, on est sur toutes les explorations. Et ça, on peut le faire aussi sur le territoire des qualités. On a un petit peu différent. Mais là aussi, années 50, on va voir dans la qualité ici. Années 70, on commence à aménager. Années 90, on commence à y avoir des génétiques qui sont assez définies dans le zone de contexte.
Et là, malgré les aménagements, on voit aussi une traduction dans les comparaisons d'images qui traduisent en population importante. Années 50, traduisabilité ici, toujours en H. Pas de recul important. On aménage des restaurants, des parkings, des récits. La rentabilité avec du traitement ici. Et là, malgré la compensation par des aménagements, par des études, par des rechargements de tâches, par des bandits derrière, on voit que tout s'est passé en 2013. Donc 96, 2005, on a ôté l'important. 2013, encore plus important. 2015, on vient de concentrer. Et 2018, seulement 3 ans après, on a ce recul, cette dynamique de recul sur les aménagements. Et ça, en fait, cette situation qu'on a observée, elle traduit beaucoup la situation dans laquelle se retrouvent les littoraux en Australie, mais en réalité, ailleurs, c'est pareil. Il y a des phases de recul, des apports artificiels pour essayer de compenser ce recul. Et finalement, avec le temps, on va faire retard au recul, il faut réintervenir évidemment. Et ça, c'est un petit peu le dissensus dans lequel on se retrouve aujourd'hui sur les fonds, avec une action publique qui est obligée d'intervenir régulièrement. Voilà. On peut les retrouver. Ouais, les cartes, ouais. Après, ça, les chiffres, c'est moins utilisé, mais